Bonjour à tous et bienvenue pour cette review du chapitre 1069 intitulé « Tout existe pour une raison ». Après 25 ans de mystère, c'est aujourd'hui que l'homme, ayant 500 ans d'avance sur le monde, nous révèle une part d'un des plus grands mystères de l'œuvre, l'origine des fruits du démon. Nés des désirs de l'homme, ils auraient été maudits par la mère des océans du fait qu'ils soient contre nature. Une annonce choc qui vient s'accentuer avec l'éveil du fruit de Lucci, faisant face à celui du dieu Nika. Tandis que Kizaru passe enfin à l'action, son neveu Sentomaru apparaît aux côtés des séraphins et nous dévoile une part de son passé lié à Vegapunk. Un chapitre riche en révélations et en théories, alors préparez-vous pour cette grande vidéo et comme toujours, et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à laisser un like à cette vidéo, à la partager au maximum, mais surtout à vous abonner parce qu'il manque un peu moins de 7000 abonnés pour atteindre les 100 000 Muginina sur la chaîne. C'est assez dingue, donc je vous en remercie sincèrement et avant de débuter l'analyse de ce chapitre, laissez-moi vous présenter le sponsor de cette vidéo, Raid Shadow Legends. Ce free-to-play aux 80 millions de téléchargements revient aujourd'hui avec sa plus importante mise à jour de l'année. Nombreuses sont les raisons d'un tel succès, la multitude de champions qui sont présents dans le jeu, l'histoire qui compose tous ces personnages et leurs clans, l'action non-stop en défiant des boss de donjon ou la terrible Doom Tower, même le PVP a une place incroyablement importante. Un nouveau donjon a ouvert ses portes pour vous plonger dans la nécropole du Diable des Sables. Partez en quête de l'ascension des artefacts et armez-vous de nouveaux champions et notamment ceux aux couleurs de Noël pour vous transporter dans une ambiance festive. Mais la grande nouveauté est l'obtention de la championne légendaire du catch professionnel et de la MMA, Ronda Rousey, disponible gratuitement. Jouez à Raid pendant 7 jours entre maintenant et le 20 février pour l'obtenir. Le code promo Raid Ronda vous offrira plein de bonus pour améliorer votre Ronda et dominer vos ennemis. Et avec Amazon Prime, vous pourrez bénéficier de récompenses exclusives dès à présent. Cliquez sur le lien dans ma description ou scannez le QR code qui s'affiche à l'écran et obtenez un pack de démarrage gratuit d'une valeur de 30 $, comprenant Ena, un champion épique, 200 000 pièces d'or, une recharge d'énergie, un boost d'XP et un éclat ancien qui vous permettra d'invoquer un de superbes champions dès votre entrée du jeu. Alors n'hésitez plus et rejoignez dès à présent les millions de joueurs de l'univers de Raid Shadow Legends. La froide odyssée du Germa se poursuit en révélant une partie du passé des Mads. On en découvre ainsi un peu plus sur l'alliance de Vegapunk, Juge et César. Leur laboratoire semblait donc être un navire pacifiste au vu de son inscription et du drapeau blanc symbole de paix. Ces hommes qui prônaient la paix et la non-violence sont aujourd'hui chacun des créateurs d'armes destructrices dans le monde. Vinsmoke pour son armée de clones du Germa Double Six et la modification génétique de ses enfants. César Clown pour le gaz lancé sur les Minx, peuple pourtant pacifiste, la création du SAD et des Smiles, sans compter la géantification sur des enfants. Quant à Vegapunk, même si son rêve tente à stopper les guerres en créant une énergie universelle, il n'en reste pas moins le créateur d'armes terribles que sont les pacifistas et les séraphins. Cette mini-aventure démontre donc ici toute l'évolution de l'homme à être foncièrement bon, mais qui prendra petit à petit, au nom de la science et de la découverte scientifique, le chemin d'un combat contraire à l'éthique qu'il s'était fixé. Et si je vous dis ça, c'est avant tout parce que ça rejoint le principe de la création des fruits du démon. Mais chaque chose en son temps, on y reviendra plus tard, parce que cette mini-aventure permet avant tout d'en découvrir plus sur l'investisseur principal des Mads, Dufeld. Cet homme, on le connaît bien puisqu'il était l'un des empereurs de la pègre, découvert durant la Tea Party de Big Mom. Mais le détail intéressant ici réside dans le lien qui unit la mafia et les Mads. Puisqu'au-delà du dieu de la fortune, on pouvait y compter Morgans, alias Big News, mais surtout Stussy, l'infiltrée du CP0. Elle avait d'ailleurs interagi à de nombreuses reprises avec ces deux hommes durant l'arc de Whole Cake Island, à travers le Tamatebako, mais aussi lors de l'apparition de Pudding où elle se voyait en elle au même âge. Un fait intéressant puisque dans sa vive card, son âge était de la plus grande confidentialité. Était-ce le foreshadow d'un pouvoir caché comme celui d'une membre de la tribu aux 3 yeux? En tout cas, dans le précédent chapitre, cette dernière semblait bien connaître Egghead et sa technologie. Nous ignorons encore à quel moment elle a infiltré le monde de la pègre, la propulsant au titre d'impératrice. Mais les Mads ayant existé il y a très longtemps, il est probable que Stussy ait rejoint le monde souterrain étant jeune et par extension a dû grandir entouré des Mads et se passionner pour la science. Sans compter les propos de Vegapunk au sujet de son ralliement au gouvernement où il prétendait y avoir l'oreille de beaucoup de gens au sein de cette organisation gigantesque. Ce qui pourrait alors amener à de grandes hypothèses. Car après avoir été membre de la pègre, puis finalement se révéler membre du CP0, Oda ne préparait-il pas une autre carte secrète en la révélant être membre du Sword, voire même la créatrice du Sword? En tout cas, je pense que les personnages secondaires de l'œuvre sont loin de nous avoir tout dévoilé et qu'ils pourraient bien nous réserver de grandes surprises.
Passé cette mini-aventure, le chapitre s'ouvre de nouveau sur l'île d'Egghead où l'on retrouve Lucci faisant face à Luffy après avoir mis à terre Atlas. En la voyant ainsi, Luffy se met en colère et précise qu'il s'agit de la personne qui leur a donné à manger. Une réaction qui rappelle beaucoup celle de la Big Mom amnésique reconnaissante envers les villageois qui l'avaient nourri. Cela crée un vent de panique dans la ville et les habitants fuient en hurlant qu'il s'agit d'intrus, d'envahisseurs, un terme de science-fiction que j'ai trouvé extrêmement bien adapté pour cet arc. Le CP0 se retrouve donc face non pas à un simple pirate mais bien face à un empereur, l'une des 3 grandes instances de ce monde. Il ne peut donc pas l'attaquer sans ordre du Gorosei. Cette scène est extrêmement hypante si on s'y attarde 2 minutes, puisque oui, Luffy est véritablement devenu l'un des 4 empereurs des 4 mers. Ce garçon venu d'East Blue, l'une des mers les plus calmes du globe, a gravi petit à petit l'échelle des plus puissants. Il avait provoqué un Buster Call sur une île gouvernementale et vaincu non sans mal Lucci, membre du CP9. Aujourd'hui, ils se font de nouveau face sur une île du gouvernement et chacun d'eux est devenu plus fort et est monté en grade. L'un est devenu chef du CP0, tandis que l'autre est un Yonko, ayant obtenu ce titre après avoir vaincu l'homme le plus fort du monde. Même si cet affrontement semble tout de même en faveur de Luffy, il n'en reste pas moins que, comme l'indiquait Jinbei au précédent chapitre, chacune des interventions du Cypher Pole est le signe qu'un événement historique majeur va se produire. Et Oda nous l'a bien prouvé. Les conséquences d'Enies Lobby ont mené à brûler le drapeau de la marine, créer un Buster Call, libérer 2 prisonniers, brûler les plans de Pluton et vaincre les agents du gouvernement. À Dressrosa, les agents du CP0 étaient présents et cela a donné lieu à la guerre que l'on connaît contre Doflamingo qui mènera à des conséquences sans précédent dans le monde. Enfin, ils étaient également là sur Wano Kuni et vous connaissez la suite, 2 empereurs sont tombés grâce aux alliances formées entre la pire génération, Nika s'est éveillé après 800 ans et Momonosuke s'apprêtait à ouvrir son pays et libérer l'arme antique Pluton. En bref, là où le Cypher Pole passe, le monde trépasse. Ce qui signifie que les prochains événements de l'arc risquent d'être encore plus grands que tout ce qu'on a pu voir jusqu'ici. Egg n'est pas simplement un arc, mais un véritable apocalypse en prévision. Et pour preuve, de l'autre côté des mers, les forces du gouvernement s'activent. Au QG de la marine, Akainu est de nouveau spectateur de la situation. Vegapunk s'est aperçu que le CP0 était là pour l'abattre, les chapeaux de paille sont présents sur l'île, et Lucci semble n'en faire qu'à sa tête. Il ne contrôle plus rien, et même Kizaru, à qui il avait interdit de rejoindre Egghead, est à présent en route vers l'île. Ce même homme, qui n'est autre que l'oncle de Sentomaru, garde du corps de Vegapunk. Ce qui expliquerait cette envie soudaine et contraire aux ordres d'Akainu de se rendre sur l'île futuriste. D'autant qu'un obstacle risque de stresser face à lui, puisque Zoro et Brook sont restés à bord du Sonic dans le cas où un ennemi apparaîtrait. C'est donc un véritable chaos qui s'installe peu à peu au sein du gouvernement. Comme l'indiquait Sakazuki, si Vegapunk s'allie avec Luffy, leur force militaire risque d'en prendre un coup, puisqu'il est à l'origine de toute la technologie de la marine. Sans compter toutes les conséquences qui se sont produites durant la rêverie. La rébellion des révolutionnaires, la tentative d'assassinat contre un dragon céleste, la mort de Cobra, la disparition de Vivi et le pouvoir d'Im lancé sur l'une des 8 nations où Sabo avait trouvé refuge. Rien ne va plus et tout ça ne présage rien de bon pour eux. De nouvelles alliances se sont formées sur les mers entre les Shichibukai. Un combat entre Trafalgar dit Waterloo et Barbe Noire a éclaté dans le Nouveau Monde, tandis que Kuma, cet homme devenu machine, a disparu et s'apprête à rejoindre un lieu inconnu. Soit Egghead pour venir en aide à sa fille et aux scientifiques, soit une autre hypothèse, une île où Vegapunk y aurait laissé quelque chose en prévision de sa mort. Il aurait ainsi programmé Kuma de sorte à se rendre dans ce lieu au cas où quelque chose lui arriverait. Enfin, il ne faut pas oublier bien évidemment Shanks qui se dirige vers Bartholoméo. Et bien sûr, tous les autres Shichibukai et Supernova qu'Oda n'a pas encore fait apparaître. Ce qui comprend bien évidemment Doflamingo, l'homme qui connaît le secret du trésor de Marie-Joise. Weibel, le personnage qu'Oda a dit servir pour un moment bien précis. Et enfin U-Rouge, dernier Supernova, qui n'a pas eu son moment de gloire et qui, je le rappelle, fait partie de la race des Bilkans, celle-là même dont est issu Ener. En bref, et pour résumer, ce que dit Akainu est ici un doux euphémisme quant à la dangerosité qui se prépare. Et c'est d'ailleurs les événements suivants qui risquent de faire bondir notre amiral en chef. De retour sur Egghead, la colère de Luffy gronde. Lucci ne perd pas de temps et dégaine immédiatement la forme éveillée de son fruit, tandis que Luffy active sa forme Nika. On peut percevoir un point commun dans leur réveil, des flammes entourant leur corps. À la différence que celles de Lucci sont noires. Nous avions déjà vu ce détail chez un autre fruit du démon, celui de Yamato sous sa forme hybride. Il est donc bon de se demander si finalement, elle n'avait pas éveillé son fruit sans qu'on ne le sache. C'est en tout cas une particularité très intéressante, puisque cette aura semble être comme des flammes incandescentes agitées qui se transposent jusqu'aux cheveux. Quand on sait aujourd'hui que Vegapunk recharge la flamme éternelle capable de recréer un soleil, on peut se demander si finalement elle ne serait pas l'énergie originelle de la création des fruits du démon.
Je n'ai pas pu en parler ces dernières semaines, mais j'avais remarqué une chose très intéressante concernant cette flamme éternelle et le pouvoir d'Im-sama. On l'a vu récemment, Im détenait un pouvoir lié à la lumière. Cette aura lumineuse éblouira entièrement le ciel, puis d'immenses rayons viendront frapper les habitants pour faire disparaître entièrement l'île. Comme l'avait indiqué le Gorosei, une lumière devait s'éteindre. Cette conception de lumière m'a alors rappelé une chose restée jusque-là inexpliquée dans One Piece, l'arbre d'Ève. Neptune indiquait que la lumière et l'oxygène fournis sur cette île provenaient de cet arbre, mais que même les plus grands savants de ce monde n'étaient pas parvenus à élucider ce mystère. Alors j'ai pas le génie de ces savants ni de Vegapunk, mais je pense pouvoir aujourd'hui donner ma propre théorie pour expliquer ce phénomène. Sachant que l'emplacement d'Ève se trouve à la surface de Marie-Joise, terre sacrée d'Im, il se pourrait bien que ce pouvoir lumineux qu'elle détienne ne soit nul autre que la source vitale de cet arbre. Quand on étudie un peu la Bible, Ève fut la première humaine à avoir été punie de Dieu après qu'elle ait goûté aux fruits défendus de l'arbre de la connaissance du bien et du mal tenté par le démon. Aujourd'hui, dans One Piece, tous ces termes se relient. Dieu se présente sous les traits d'Im, aperçu dans le jardin des fleurs, rappelant ainsi l'Éden. Ève, la première femme, devint un arbre. Cet arbre qui, dans la Bible, s'associe à la connaissance, tandis que le gouvernement tente justement de faire oublier l'histoire de l'ancien royaume. Quant aux fruits défendus donnés par le diable, ils se transforment aujourd'hui en fruit du démon. Reste cette fameuse lumière détenue par Im. Dans la Bible, celui qu'on nomme le diable était autrefois appelé Lucifer, l'ange le plus lumineux de tous et porteur de lumière. Cette notion d'ange et de démon pourrait alors parfaitement se lier à ceux aujourd'hui appelés séraphins et qui foulaient encore la terre de Marie-Joise il y a des siècles de cela. Les Lunarians, possesseurs d'une flamme dans le dos. Serait-ce alors la flamme éternelle que recherche Vegapunk? Celle qui aurait émané des Lunarians et aurait créé le soleil que Vegapunk souhaitait concevoir, Nika, le fruit du démon originel. Plus tard, les Lunarians ayant été chassés du paradis, soit la terre sainte de Marie-Joise, sont devenus des anges déchus tels Lucifer. Quant à la flamme éternelle créée par ce peuple, elle serait tombée aux mains de leurs ennemis, le gouvernement mondial, devenant plus tard le pouvoir absolu d'Im. Ce qui expliquerait alors plusieurs choses. La raison pour laquelle l'ancien robot datant du siècle oublié a été guidé vers Marie-Joise puisque cette énergie appartiendrait au passé. Comment l'arbre d'Ève parvient à transmettre cette lumière jusqu'aux profondeurs marine de l'île des hommes-poissons. Mais surtout, l'origine des flammes incandescentes apparaissant dans le dos lors de l'éveil de certains fruits du démon comme Nika, Yamato ou encore Lucci. Cet éveil va d'autant plus nous être expliqué grâce à Vegapunk et dévoiler une part du mystère entourant ces fruits démoniaques. Tandis que le combat fait rage entre les deux détenteurs de Zoan, le scientifique de génie arrive au laboratoire où se trouve le reste des Mugiwara. On aperçoit à nouveau l'île en plan large qui montre que l'inscription 66 a changé pour passer à 72, soit une augmentation de 6%. Alors, à quoi ça pourrait correspondre? On pourrait penser au nombre de personnes présentes sur l'île augmentant avec l'apparition du CP0. Le problème, c'est qu'il n'avait pas changé à l'arrivée des Mugiwara. J'ai ainsi pensé à une bombe à retardement, puisqu'Oda adore ce type de scénario. On l'a vu à Alabasta avec l'horloge, la Birdcage à Dressrosa, ou encore les bombes souterraines d'Onigashima. Mais ici, il faut garder à l'esprit qu'il ne s'agit non pas d'une île basique, mais bien du cerveau de Vegapunk. Ce dernier étant, je le rappelle, inspiré directement d'Einstein. Ce scientifique fut célèbre pour une chose bien particulière, son coefficient intellectuel de 160. Ainsi, il se pourrait que 72 soit son QI actuel et que plus tard, il atteigne une intelligence dépassant les lois de la physique. Comme certaines légendes le racontent, l'humain n'utiliserait que 10% de ses capacités cérébrales. Mais Einstein, lui, aurait réussi à dépasser cette limite. Dans le cas où Oda aurait pensé à cette hypothèse, alors ce chiffre inscrit sur la tête d'œuf pourrait révéler un Vegapunk au summum de son intelligence. Mais ayant tout de même une contrepartie, celle de l'explosion de l'île, tant il ne pourrait contenir toute cette fusion de connaissances. C'est un scénario qui serait en tout cas intéressant. En attendant, à l'intérieur d'Egghead, la bataille se poursuit et les Mugiwara découvrent pour la première fois le Gear 5 de leur capitaine. Ils ignorent donc tout des véritables origines de ce fruit. Et c'est Vegapunk qui va leur révéler qu'il ne s'agit pas du Gomu Gomu no Mi, puisqu'il n'y a aucune trace de lui dans l'encyclopédie des fruits du démon. Cette forme est bien celle du dieu mentionné dans les écrits anciens, le guerrier de la libération qu'on appelait autrefois le dieu soleil, celui qui parvenait à donner le sourire aux gens. Alors ici, on va marquer une toute petite pause avant de continuer. D'abord parce que si vous appréciez la vidéo jusque-là, vous pouvez mettre un like et vous abonner, c'est gratuit. Et surtout parce que je me donne beaucoup de mal pour toutes ces recherches. Et la seconde, c'est parce que Oda a commis une erreur. Oui, vous entendez bien, Oda a commis une erreur.
Ici, Vegapunk assure que le fruit du caoutchoutier n'apparaît pas dans l'encyclopédie des fruits du démon. D'ailleurs, Sanji ne semble avoir aucune réaction en voyant Luffy sous cette forme, ni même appuyer les dires du scientifique, lui qui connaît pourtant bien ce livre puisqu'il l'a lu durant son enfance dans le royaume des Vinsmoke. Pourtant, Oda disait bien le contraire dans le SBS du tome 45. Un fan lui avait demandé pourquoi Kaku et Khalifa ignoraient les pouvoirs de leurs fruits, alors qu'au volume 1, on savait d'emblée le nom du Gomu Gomu no Mi avant que Luffy ne l'avale. Ce à quoi Oda avait répondu qu'à la différence des fruits du CP9, le fruit du caoutchoutier figurait bien dans l'encyclopédie des fruits du démon. J'ai quand même voulu vérifier la traduction officielle en japonais par mon traducteur Shump et il a bien confirmé ce qui était écrit. Donc, est-ce Oda qui a commis une erreur ou le génie Vegapunk? Je dirais personnellement que comme tout bon génie qui se respecte, il doit y avoir encore un secret derrière ça. Puisque je vous le rappelle, ceux qui l'ont désigné comme le Gomu Gomu no Mi étaient l'équipage de Shanks. Ce même Shanks qui s'est rendu sur la terre de Marigeoise pour s'entretenir avec le Gorosei. Ces hommes à l'origine du changement du nom de Nika. Alors il est très possible que ce soit juste un brain et non une erreur. Ça, je vous laisserai en juger par vous-même. Passé ce petit détail, on va enfin entrer dans le vif du sujet de ce chapitre. La révélation sur la création des fruits du démon. Comme cette vidéo est déjà très longue, on va s'arrêter là et se retrouver dans une autre pour la deuxième partie. Parce qu'il y a encore énormément de choses à dire sur le secret que s'apprête à révéler Vegapunk. Donc on se quitte sur ça, n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté de la sortie et le petit cœur en commentaire qui fait toujours plaisir. Nous on se dit donc à vendredi 18 h pour la deuxième partie et en attendant comme toujours, prenez bien soin de vous.